bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et exceptionnellement, j'anime seul cet épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre série sur les 20 leçons de Mark Rosewater. La dernière fois, je vous avais parlé du fait qu'il ne fallait pas chercher à combattre la nature humaine. Cette fois-ci, on est parti pour la deuxième leçon, qui n'en est pas moins importante. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, elles sont toutes importantes, donc préparez-vous dès maintenant à les découvrir. Aujourd'hui, comme je dis, on va voir la deuxième. Et la deuxième, elle va nous renvoyer dans le passé. Elle va nous renvoyer dans le passé avec une anecdote qu'a raconté Mark Rosewater justement sur l'édition Avacyn ressuscité, sortie en mai 2012. L'extension, elle clôt le bloc Innistrad, qui est un bloc sur de l'horreur gothique particulièrement apprécié des joueuses et des joueurs. Et cette extension, évidemment, n'a, comme les autres, pas échappé à son lot de critiques. Mais il y a une carte et une seule, qui a cristallisé un nombre assez incroyable de critiques. Et cette carte est nulle autre que le démon Griselbrand. Bon, c'est un peu surprenant. La carte est plutôt chouette. Elle a un flavor assez incroyable, puisqu'il s'agit d'un des 4 démons auxquels Liliana est liée. Et Liliana est un planeswalker très populaire à l'époque, et même encore aujourd'hui. L'illustration est absolument formidable. Et d'un point de vue du power level, on est quand même sur un démon qui, si on paye 7 points de vie, nous fait piocher 7 cartes. Sur un énorme volant qui nous fait gagner des points de vie pour continuer à piocher des cartes. Bon, on le sait, c'est pas le power level qui est le problème. La carte est très puissante, elle est bannie dans certains formats, c'est une des meilleures cibles à ranimer en Legacy. Bref, où est le problème ? Eh bien le problème, il n'est pas mécanique en fait, il est un peu bizarre, il est un peu caché, mais vous allez très vite le comprendre. Griselbrand est une 7/7, vol lien de vie. Il peut donc, à chaque fois qu'il attaque, infliger 7 blessures et vous faire regagner 7 points de vie. Il a une capacité qui vous permet de payer 7 points de vie, c'est plutôt pratique, pour vous faire piocher 7 cartes. Évidemment, vous vous en doutez, Griselbrand coûte... Et non, Griselbrand ne coûte pas 7 mana, il coûte 8 mana, 4 mana génériques et 4 mana noirs. Et c'est ce décalage, cette surprise inattendue, plutôt désagréable, qui crée la critique sur Griselbrand. La carte est probablement mieux équilibrée comme ça. Mark Rosewater l'a lui-même dit, d'un point de vue purement de développement, c'était pas une mauvaise idée de la mettre à 8 mana. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il la remettrait à 8 mana ? Probablement que non, et qu'il la mettrait à 7, quitte à ce qu'elle soit un peu trop forte. Et la raison de tout cela, c'est que l'esthétique est importante. L'esthétique compte. L'esthétique, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors ça a de nombreux noms, on peut parler de philosophie de l'art ou de science de la beauté. Et si j'essayais un petit peu de résumer, je dirais que c'est l'étude de comment les humains voient et perçoivent le monde qui nous entoure. Ça va au-delà de simplement la notion du beau. C'est en quelque sorte l'étude du beau. Il y a eu beaucoup d'études qui montrent que c'est beaucoup moins subjectif que ce qu'on pense. Parce que c'est le premier truc que les gens vont dire. L'esthétique, c'est subjectif. Mais c'est vrai, mais c'est surtout faux. En réalité, à travers différentes cultures, les études montrent que nous sommes sensibles à des choses assez similaires. Principalement 3, la symétrie, l'équilibre et la complétion. C'est à la fois une question de confort, mais c'est aussi une question d'attente. La surprise peut être déplaisante, surtout si elle est associée à de l'inconfort. Votre joueur ou votre joueuse doit être dans de bonnes conditions pour jouer. Et si jamais votre joueuse ou votre joueur se retrouve face à quelque chose qui lui génère justement cet inconfort, qui est visuellement déplaisant, ou même dans d'autres contextes, parce que là on parle de Magic, mais on peut parler dans le contexte de la musique, on peut parler... Si vous êtes face à quelque chose de déplaisant, ça va complètement vous perturber. Et c'est ça qui va vous occuper l'esprit. En fait, ce qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas distraire votre joueur ou votre joueuse du jeu. Nous, on aimerait qu'il se concentre sur le jeu, ce qui est important pour nous, mais aussi ce qui est important pour lui.
Tout ce qui va venir le parasiter dans le fait de profiter pleinement de l'expérience que vous avez designée pour lui est un obstacle. Et vous voulez vous battre contre ça. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'esthétique visuelle, mais de comment on sent le jeu. C'est-à-dire que même dans des mécaniques, l'esthétique est là et c'est une chose très importante. C'est un petit peu comment est-ce que vous ressentez physiquement le jeu, même dans ses concepts intellectuels. C'est assez compliqué à se représenter, mais c'est quelque chose que tout le monde, dans sa vie, a expérimenté. Une erreur qui peut être souvent commise, c'est de penser que certains chantiers, certaines problématiques doivent systématiquement primer sur l'esthétique. Dans mon métier, par exemple, de développeur de jeux, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. On a tendance toujours à voir les choses par d'abord notre prisme et considérer que notre angle de vue, la lentille par laquelle on observe le design sur lequel on travaille, est la plus pertinente, la plus importante, celle qu'on doit prioriser. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'esthétique est une lentille tout aussi importante que les autres et il s'agit parfois de faire des compromis au profit de l'esthétique. Quand Mark Rosewater remet en question l'équilibrage de Griselbrand, c'est exactement de cela dont il parle. D'un point de vue purement du développement et de la puissance de la carte, Griselbrand est probablement mieux à 8 mana, mais est-ce que Griselbrand est mieux à 7 mana? Probablement que oui. Retenez que l'esthétique est importante. Maintenant que je vous ai raconté cette anecdote de Mark Rosewater, je vais vous l'illustrer dans un cas assez pratique que moi j'ai vécu dans un de mes propres cubes. On va parler de mon cube Artefact, mon cube principal, pour ceux qui ne connaissent pas mon cube ou qui découvrent ce podcast avec cet épisode. Donc sachez que mon cube Artefact, c'est un cube Legacy+, fortement centré autour des synergies Artefact, évidemment, comme son nom l'indique. Et ce qui caractérise ce cube, entre autres, c'est qu'il a une mana base très particulière. De quelle mana base parle-t-on ? Eh bien, si on regarde de plus près la mana base de mon cube, déjà elle a beaucoup évolué au fil des années. Et ce qui la caractérise le plus, c'est que elle est en général beaucoup moins dense, beaucoup moins fournie que les mana bases d'autres cubes. En effet, quand vous avez plus d'un tiers des cartes du cube qui sont incolores, c'est tentant de vouloir réduire les sources de mana colorées, et c'est même parfois sain pour votre jeu. C'est à la fois laisser davantage d'espace pour mettre des cartes un peu plus niche, ou au contraire des cartes un petit peu tech, des cartes de synergie, ou juste des cartes qui vont pouvoir répondre à certaines situations. Mais c'est aussi dire que vos sorts colorés sont précieux et que vous devez respecter votre mana. Ça va avoir des impacts aussi sur votre curve, mais bref, c'est un choix de design que j'ai fait sciemment il y a de cela maintenant de nombreuses années. Pour autant, j'ai mis longtemps avant d'être relativement satisfait de la mana base de ce cube, et aujourd'hui encore, elle me pose des problèmes. J'ai petit à petit réduit la quantité de fixing land, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Eh bien, c'est à cause de la présence d'artefacts qui fixent la mana. J'ai nommé les talismans et les cachets. Ces artefacts sont des cycles de 10 artefacts qui correspondent aux 10 bicolorités de mana. Les talismans, eux, peuvent produire n'importe laquelle de ces deux couleurs ou de l'incolore. C'est juste que si jamais ils produisent du mana coloré, vous devez perdre un point de vie, vous inflige une blessure. Et de l'autre côté, vous avez les cachets qui, eux, vous produisent les deux en échange d'un mana générique. Ce qui veut dire qu'ils convertissent un mana en les deux manas en question. Donc les deux artefacts produisent un mana d'une certaine manière, ils ne le font juste pas de la même façon. Ces artefacts, ils sont là depuis très longtemps, et pendant un temps, je possédais l'intégralité des cycles de ces artefacts. Le problème, c'est que je me suis vite rendu compte que tous les archétypes n'en voulaient pas, et que la présence, par exemple, d'un signet Azorius ou d'un signet Boros dans mon cube permettait parfois à un joueur de splasher facilement une couleur parce que le joueur d'aggro-équipement n'avait que faire d'un artefact à 2 mana qui lui produisait ces deux couleurs. À aucun moment il n'avait envie de payer 2 mana pour se ralentir dans sa curve et peut-être se fixer pour son sort au tour 3 ou au tour 4. Ça faisait que c'était des cartes qui whillaient extrêmement longtemps et qui favorisaient des decks 3, 4, parfois 5 couleurs. J'ai donc décidé de les retirer et ce n'est que très récemment que
j'ai rajouté des terrains de fixing pour les couleurs qui ne bénéficiaient pas de cachets et de talismans. Mais là, on arrive effectivement au problème. Je me retrouve actuellement avec des couleurs qui possèdent 4 terrains de fixing et des couleurs qui n'en possèdent que 2 avec un cachet et un talisman. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il s'agit du meilleur compromis que je puisse faire pour avoir toutes les couleurs qui sont suffisamment fixées d'une manière que je trouve satisfaisante par rapport à ce que veulent faire les différents archétypes du cube. Mais néanmoins, un problème subsiste. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit d'une question esthétique. Et ce n'est pas juste pour faire joli. Là, je parle d'attente de la part des joueuses et des joueurs. En fait, le souci, c'est que votre joueur, il a des attentes, et quand le cube n'y répond pas, il va être déçu, il va être perturbé. Si jamais votre joueur ou votre joueuse, il voit un cachet, disons, je ne sais pas, rouge-bleu, il va peut-être s'attendre à ce qu'il y ait le cachet rouge-blanc. Peut-être qu'il aimerait bien splash une carte blanche dans son deck. Et il va attendre longtemps un cachet qui lui permette de le faire, puisqu'il se dit, c'est une carte dont il existe un cycle, j'en ai déjà vu 2-3 passer, tout le cycle doit être là. Et en fait non, tout le cycle n'y est pas. J'ai rapidement conscientisé que c'était important de prévenir mes joueurs et mes joueuses de l'absence de la complétion de ce cycle. Le fait que ce cycle soit incomplet n'est pas du tout anecdotique pour mes joueurs et mes joueuses. De la même manière que mon choix, encore une fois, pris en connaissance de cause, choix éclairé, qui consiste à ne pas avoir les mêmes terrains de fixing selon les couleurs, encore une fois, génère de la confusion et une sensation déplaisante à des joueurs et joueuses qui sont habitués à avoir des mana bases extrêmement carrés dans les cubes auxquels ils jouent, avec des cycles de terrain complets, les 10 exemplaires, pas un de plus, pas un de moins, et en nombre régulier. Parfois, il faut savoir faire le bon compromis. Peut-être que je n'ai pas fait le meilleur compromis dans le cas de ce cube d'un point de vue de l'esthétique. J'ai fait ce choix, effectivement, pour des raisons mécaniques. Mais il est possible qu'à terme, je me retrouve à petit aligner un petit peu plus les astres pour avoir un peu plus de régularité, pour pouvoir trouver le meilleur compromis, le juste milieu sur cette question dans mon cube. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé, d'une certaine manière, pour mon Simple Cube, qui est un autre de mes cubes, dans lequel le principe est d'avoir des cartes simples, pas de jetons, pas de marqueurs, on ne mélange pas son deck. Pendant un moment, j'ai voulu respecter la règle de singleton, encore une fois, pour des raisons esthétiques. Mais je me suis trouvé face à un autre problème, en termes de simplicité, mais aussi d'esthétique. C'était très perturbant d'avoir, dans le cube, et des Surveilled Land, et des temples, qui font donc Scry. Mélanger le regard et le fait de surveiller, ce n'est pas un problème en soi. Mais quand vous avez 2 terrains qui font pratiquement la même chose, mais qui sont légèrement différents, encore une fois, c'est un peu déplaisant. Malheureusement, j'ai tout de même des plaintes de joueurs qui me disent « Ah, c'est bizarre maintenant d'avoir des cartes identiques ». C'est le problème du Baltimore Singleton, qui est donc le fait d'avoir un Singleton dans votre cube pour toutes les cartes qui ne sont pas des terrains, mais par contre, vous permettez d'avoir des duplicata pour les terrains non bases et d'avoir des bases de mana plus stables, plus, on va dire, cohérentes et qui s'alignent avec vos buts sans avoir besoin de respecter la règle du singleton et de jouer des terrains qui peut-être vous conviennent un petit peu moins pour en avoir la quantité nécessaire et suffisante. Ça a énormément d'avantages, mais encore une fois, ça génère des aspects déplaisants pour les joueurs qui n'y sont pas habitués. Habituer ces joueurs, ça prend du temps. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous allez pouvoir réussir à le faire en claquant des doigts. Ni même que vous allez réussir à le faire tout court. Mais prendre en compte ces questions-là, ça va vous aider à prendre de meilleures décisions, puisque vous allez vous rendre compte que vos choix impactent des aspects de votre cube que vous ne soupçonniez pas forcément. Pour moi, l'exemple de la mana base de Simple Cube, c'est vraiment une bonne manière d'illustrer que parfois il n'y a pas de bonne décision. Il n'y a pas de décision parfaite. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette décision, ce choix, implique bien plus de décisions esthétiques qu'il n'y paraissait et que ce n'était pas seulement une question mécanique. Bon, maintenant qu'on a dit ça, vous avez eu 2 bons exemples, voire même 3, ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux de quoi on parle. Quels sont les conseils que moi je pourrais vous donner quand vous faites
de la création de cubes, justement du cube building, pour pouvoir en tenir compte. Bah oui, maintenant que vous avez tout ça, vous allez me dire, bah c'est bien joli Jamie, mais si jamais je peux rien en faire parce que je sais pas comment y faire attention, bah ça va pas me servir à grand chose. Évidemment, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces, ou en tout cas des choses auxquelles penser. C'est pas du tout des solutions miracles, je vous ai bien prouvé juste avant que parfois identifier le problème suffit pas forcément à le résoudre, mais au moins, si vous avez ces espèces de guidelines, ça vous permettra peut-être d'éviter quelques écueils, et j'espère des écueils un peu bêtes. Bref, venons-en au fait, comment faire pour prendre en compte ça dans votre cube building. Déjà, c'est tout bête, mais on va parler de la cohérence visuelle. Oui, l'esthétique, on l'a dit, c'est pas que ça, mais c'est aussi beaucoup et surtout ça. Donc, garder une certaine cohérence visuelle dans votre cube, c'est quelque chose qui va énormément vous aider pour justement apaiser les besoins de vos joueurs en matière d'équilibre, en matière de complétion, et aussi surtout de se conformer à leurs attentes. Si jamais vous avez certains types de frames, si jamais vous avez choisi certains types de versions, moi je vous encourage à pas avoir quelque chose de trop éclectique, ou alors il faut vraiment que ce soit le propos de votre cube. Mais si vous aviez par exemple que des cartes avec une vieille frame dans votre cube, et que d'un coup vous avez une carte Mystery Booster bord blanc avec la frame de Vision de l'avenir, vraiment ça va être très déplaisant visuellement. Donc oui, si vous aimez certaines versions des cartes, c'est une certaine chose, mais n'oubliez pas que vos joueurs et vos joueuses ne sont pas vous, ils n'ont pas votre conditionnement, et peut-être que eux, quand ils vont se confronter à la carte dans le booster, bah ça va juste leur générer du déplaisir, ça va juste les perturber, alors qu'en fait, tout ce que vous voudriez, c'est qu'ils draftent la foudre qu'il y a dans le booster, mais comme l'illustration que vous avez choisie, la version que vous avez choisie de la carte, bah c'est une version un peu bizarre, Universes Beyond, qui la reconnaissent pas, qui savent pas que c'est une foudre, ou qui a une frame qu'ils aiment pas trop, qui est moins harmonieuse en fait d'une certaine façon, bah, ça va les détourner de ça. Donc garder une cohérence visuelle, c'est très important. Je viens de l'évoquer en parlant des Universes Beyond, mais gardez une cohérence thématique. Même si vous avez un cube qui n'est pas thématique. Moi j'ai un cube thématique, c'est mon cube archéologique. Dans ce cube qui est sur une thématique autour justement de l'archéologie, du passé, il y a des dinosaures, il y a le fait de découvrir des cités enfouies et des cités mystérieuses, un peu à la Indiana Jones ou à la Tomb Raider. Évidemment, là, la thématique est extrêmement forte. Je vais essayer de mettre des cartes cohérentes, je vais essayer de ne pas mettre des cartes ultra modernes si jamais je veux évoquer le Vétuste. Mais là, je parle pas de ça. Justement, je suis plutôt en train de dire, votre cube, si ça se trouve, vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a déjà une certaine cohérence interne en termes thématiques et esthétiques. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de cartes d'Innistrad et peut-être beaucoup de cartes de la même époque, vous allez vous rendre compte que Magic avait un certain style. Et mettre des cartes extrêmement récentes au milieu de ces cartes-là, ça va venir jurer. Et pas forcément d'un point de vue du power level. Ça va peut-être juste être dans les vibes. C'est pour ça que autant d'Universes Beyond créent de l'animosité de la part des joueurs et des joueuses de Magic. C'est pas seulement une question... C'est pas une question de principe en fait. C'est que quand vous mettez un objet extrêmement moderne ou une tour de New York au milieu d'un univers fantasy qui n'appartient pas à notre réalité, à notre vrai monde, il y a un clash. Justement, si on ne parle pas des Universes Beyond, mais qu'on montre des erreurs d'univers d'un point de vue esthétique, quand il y a eu Morne Brune, les gens ont râlé parce qu'il y a eu des objets modernes qui ont été mis dans Magic. La batte de baseball, le Walkman, la tronçonneuse, c'est pas très fantasy. Et Magic, quoi qu'on en dise, reste un univers de fantasy. Même une extension comme Kamigawa Neon Dynasty, qui est résolument futuriste, c'est de la fantasy futuriste. C'est pas du modernisme tel que nous, on le connaît dans notre réalité à nous. C'est aussi respecter la suspension consentie de l'incrédulité, qui fait que quand vous êtes dans une œuvre de fiction, vous arrivez à persuader votre cerveau que vous êtes dans la fiction. Et tout ce qui va venir vous en sortir, qui va donc briser cette suspension consentie de votre incrédulité, c'est-à-dire que vous acceptez l'espace d'un instant, suspendre votre crédulité, d'accepter que vous n'allez pas dire « bah c'est pas très très réaliste ça ». Tout ce qui va venir vous sortir de cet état, ça va être déplaisant, parce que ça va vous perturber, ça va vous choquer, et vous n'allez pas pouvoir profiter de l'univers qu'on vous propose.
On l'a évoqué juste avant, mon troisième point, ça va être compléter les cycles autant que possible. Encore une fois, je sais pourquoi moi je ne l'ai pas fait, mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai raison. Et je le fais malgré le fait que ça nuise à l'esthétique de mon cube. Vos joueurs et vos joueuses vont avoir des attentes, compléter vos cycles, c'est la meilleure manière de les satisfaire. Ça peut même avoir des aspects très positifs et pas seulement éviter les négatifs. C'est-à-dire que quand ils vont voir certaines cartes, ils vont s'attendre à d'autres cartes. Et quand ils vont les voir, ils vont avoir non seulement le sentiment de « Ah, j'avais deviné », mais en plus de ça, ils vont avoir cette satisfaction de la complétion d'un motif, la complétion d'un pattern, en se disant « Ah, c'est bien, tout est complété, j'adore ». Avoir une land station unie et cohérente, c'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez très bien, quand vous faites votre land station, donc quand je parle de land station, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il s'agit de la petite boîte dans laquelle vous allez mettre tous les terrains de base pour votre cube à disposition de vos joueurs et vos joueuses quand ils ont terminé leur draft pour monter leur deck. Si vous pouvez avoir des lands de la même extension, des lands avec des illustrations identiques, etc., ça va venir contribuer à un sentiment d'unité qui effectivement va contribuer à l'esthétique de votre cube. C'est plus agréable sur le champ de bataille. Si jamais vos joueurs n'ont pas besoin de faire d'efforts pour reconnaître les différents terrains de base, ça encore, ça va venir vous aider. Si on regarde un peu plus dans le détail, je vous conseille d'éviter le texte inutile sur les cartes. Si je pense à Lithoforce Fracturé qui dit que vous devez lancer le dé planaire, si je pense à toutes les cartes qui ont Compagnon de Docteur et qui parfois sont des chouettes cartes Magic, mais en dehors du contexte du commandeur avec les docteurs, ça marche pas très bien et vous avez littéralement une ligne qui sert à rien. Si jamais vous pouvez éviter ces cartes-là, c'est positif pour votre cube parce que ça va faire ticker votre joueur. Rapidement, il va très vite savoir que cette ligne, il en a pas besoin. C'est pas forcément que ça va lui générer de la confusion durable, mais ça contribue à une esthétique déplaisante où il y a du parasitage, du bruit dans la lecture du jeu et du draft. Je vous conseille aussi d'éviter les cartes et les mécaniques qui ne sont pas esthétiquement plaisantes et qui ne sont pas élégantes. On parlait de Griselbrand, c'est tout bête mais ça en fait partie. Si jamais vous identifiez des cartes de ce genre, évitez de les mettre dans votre cube. Ça va contribuer à rendre votre cube plus esthétique que de ne pas y mettre des éléments qui ne sont pas esthétiques. C'est aussi bête que ça. Enfin, encore une fois, dans cette logique d'unité, c'est tout bête, mais je vous recommande d'avoir la même longue sur toutes les cartes de votre cube. Oui, c'est hyper contraignant et parfois vous ne pourrez pas. Et je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas avoir une carte en anglais dans votre cube ou une carte en français dans votre cube où toutes les cartes sont en anglais. C'est juste que si jamais vous avez un melting pot de différentes langues, et évidemment quand je dis différentes langues, on sait très bien de quoi on parle. Là on parle d'anglais et de français. Là moi je vous parle à vous, vous êtes francophone. Si vous m'écoutez, c'est a priori pas que vous êtes japonais et que vous avez des cartes en coréen. Mais le truc c'est que j'ai déjà vu dans des cubes des cartes en japonais, des cartes en d'autres langues, parce qu'il n'y a quasiment pas de texte, parce que tout le monde connaît la carte. En fait, ça aussi, c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que ça génère du temps de latence dans le draft, parfois on a du mal à jouer. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus harmonieux que toutes vos cartes soient dans la même langue. Votre cerveau fait moins d'efforts. Et en plus, votre cerveau, quand il lit une carte en français, il s'attend à ce que la suivante, elle le soit aussi. Et encore une fois, contenter les attentes, générer du confort, c'est aussi ça, l'esthétique. J'espère que ces petits conseils vous aideront dans la construction de vos cubes futurs ou dans le tuning de vos cubes actuels. Moi, j'essaie de vous donner le maximum d'outils, le maximum de conseils. Comme vous l'avez vu, ça ne veut pas dire que j'arrive tous à les appliquer. Mais par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que si vous arrivez à les respecter, vraiment, vous allez éviter plein de remarques qui pourraient vous être faites par vos playtesters et vos joueurs et vos joueuses. C'est une leçon qui est un peu tricky parce que nous, c'est facile de nous dire que c'est pas notre travail de faire en sorte que ce soit beau, et beau, ça veut tout et rien dire. Encore une fois, oui, c'est subjectif, mais pas seulement. Nous, en tant qu'humains, on a des choses qu'on trouve plus belles que d'autres, des choses qu'on trouve plus esthétiquement plaisantes que d'autres. Et je vous incite à y faire attention au même titre que tout le reste. Quand je vous dis que c'est pas une bonne chose d'avoir deux mécaniques qui se ressemblent mais qui sont pas exactement les mêmes parce que c'est génère de la confusion, ça c'est pour que l'expérience de votre joueur elle soit plus agréable, parce que en fait on n'a pas envie de faire des misplays, on n'a pas envie de se dire ah merde j'avais pas compris. Mais en fait l'esthétique, ça aussi ça contribue à ce que vos joueurs et vos joueuses passent un bon moment
et je ne peux que vous recommander de faire en sorte que leur expérience soit la meilleure possible. C'était la deuxième leçon de Mark Rosewater. C'était l'esthétique est importante. On va terminer cet épisode avec notre section sous les radars qui parle des cartes jouées dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une carte Magic qui va faire écho à l'épisode en question. On m'a dit dans l'oreillette lors du dernier épisode, donc la première leçon, que c'était un peu dommage que la carte que j'avais choisie, Manipulation temporelle, au final ne faisait pas écho tant que ça à l'épisode du jour. Et je suis d'accord avec le raisonnement et c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer d'y remédier. Donc je me suis un petit peu trituré les méninges, mais j'ai réussi à trouver une carte dont j'aurai grand plaisir à vous parler et qui pour le coup coche la case. On va parler d'esthétique. La carte dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Père des 7 morts. C'est une carte de fondation, un Eldrazi, et il est joué dans 0,75% des cubes, soit 2709 cubes sur Cube Cobra. Donc on est vraiment bien sous les 1%. Bon, je respecte pas trop ma règle qui est d'éviter de vous parler, autant que faire se peut, de cartes trop récentes. Il fallait faire des compromis, encore une fois, on en parle, des compromis. Là, j'en ai fait un pour pouvoir vous parler d'une carte qui parle d'esthétique. Le Père des 7 morts, c'est une créature, comme je l'ai dit, un Eldrazi. Et qu'est-ce qui fait ce Père des 7 morts? Donc c'est une créature Eldrazi 7-7 pour 7 mana générique. Et il a initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie. Et il a ward, payer 7 points de vie. Tout de suite, ce qui nous frappe, c'est que justement, ils n'ont pas fait comme Griselbrand. Il ne coûte pas 8 mana, il coûte bien 7 mana. Et c'est exactement de ça dont je veux parler. Là, vous vouliez de l'esthétique, on est servi. 7-7 pour 7, il a 7 de force, il a 7 d'endurance, il coûte 7 mana. Vous n'avez peut-être pas bien compté, mais il a 7 mots-clés différents. Même la ward, c'est payé 7 points de vie. Comble de l'apothéose de l'esthétique, Eldrazi est un type de créature qui comporte 7 lettres. Là, c'est vraiment le pinacle de l'équilibre, c'est le pinacle de la régularité. On a 7 partout sur cette carte et ça fonctionne hyper bien. On a une carte qui est cool, qui est impressionnante parce qu'elle a 7 mots-clés et il n'y a pas beaucoup de créatures qui ont eu 7 mots-clés. Je me souviens d'Achroma qui en avait déjà un paquet et à l'époque, c'était Superman quoi. Enfin, Superman c'était notre carte, mais bref, vous m'avez compris. Ce Père des 7 morts, en cube, qu'est-ce qu'il vient vous proposer? Donc il n'est joué que dans 0,75% des cubes, c'est pas énorme. Mais déjà, je peux vous dire que c'est une créature qui s'impose comme un énorme finisher de late game. Une 7-7 pour 7, ça arrive tard, certes, mais c'est pas non plus 10 mana, donc ça peut se hardcast. Et c'est souvent comme ça que ce Père des 7 morts, il pourra être joué dans des shells un petit peu plus loin, un petit peu contrôle, ou qui font un petit peu de mana. Quand on est 7-7, initiative, vigilance, lien de vie, c'est très très dur pour l'adversaire de continuer à race. Vraiment, il va pas pouvoir continuer à vous mettre des points parce que non seulement quand il attaque, vous allez gagner 7 points de vie, mais en plus quand vous attaquez, vous allez gagner 7 points de vie, vous n'avez pas besoin de vous engager pour le faire. Là, on se dit, c'est imbattable, mais au moins, on peut peut-être le détruire. Et là encore, ward payer 7 points de vie. Alors, si jamais vous jouez complètement contrôle, la ward 7 points de vie, elle est peut-être pas hyper significative parce que vous aurez peut-être pas mis la pression sur votre adversaire, mais ça en fait une créature que je trouve personnellement super intéressante en cube parce que c'est une sorte de soft protection. C'est pas quelque chose qui va faire que votre adversaire n'a aucune possibilité de le cibler, mais le cibler, ça va lui coûter très cher. Si jamais il paye 7 points de vie et qu'en réponse vous contrez le sort ou vous le renvoyez dans la main et qu'il doit à nouveau payer 7 points de vie, là par contre ça va devenir vraiment compliqué. S'il a payé 14 points de vie pour pouvoir cibler votre Père des 7 morts, c'est peut-être game over, peut-être pas, mais en tout cas ça va pas être simple. Le bestiau, faut pas oublier qu'il a menace et piétinement. Donc à bloquer, c'est vraiment pas une chose aisée. Au final, moi je l'ai beaucoup joué dans le Simple Cube, donc qui est mon cube où j'essaie d'avoir des cartes un petit peu élégantes et aussi des cartes simples. Et c'était vraiment une menace. Au final, moi j'ai fini par le retirer. Là, le Père des 7 morts va partir. Pourquoi ? Parce qu'il était un peu trop fort. Bon, c'est le souci, c'est une carte qui va avoir le défaut de, en étant incolore, il va vraiment falloir que vos créatures colorées qui coûtent 7 mana, elles en aient vraiment dans le ventre.
Si jamais votre créature incolore à 7 mana, elle est strictement meilleure, c'est quoi l'intérêt de jouer des couleurs? Et ça va venir, on va dire, un petit peu homogénéiser vos decks et les fins de partie de votre cube, puisque c'est une créature qu'on va retrouver sur la table. Donc c'est une carte que je recommanderais plutôt dans des environnements un petit peu power. C'est typiquement une carte qui, elle a le magic number, hein, 1 + 1 + 1 égale 7. Les joueurs de tronc, vous m'avez compris. Si jamais vous assemblez mine d'Urza, centrale énergétique d'Urza et tour d'Urza, vous faites 7 mana. C'est effectivement une incroyable carte pour ce genre de synergie. Souvent difficile à assembler en cube, mais si jamais votre cube propose ce genre de package, je trouve que Père des 7 morts, c'est un super finisher. Dans tous les cubes un peu power, il aura clairement des contenders, des adversaires à sa taille. Dans les cubes un petit peu en power, évidemment, je ne vous le recommande pas, même si, à jouer, qu'est-ce que c'est rassurant en fin de partie. Vous étiez low en point de vie, vous jouez ça, vous vous dites, là, ça va vraiment me permettre de stabiliser. C'est vraiment une bonne créature pour dire à aggro, il va falloir quand même que tu joues des interactions dans ton deck parce que tu vas pas pouvoir juste te contenter de juste bourrer. Non, là, il va quand même falloir qu'il fasse des efforts parce que ça, c'est un pâté, c'est compliqué à passer. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix, votre humble serviteur dévoué aux mystérieux arcanes du game design. La musique est produite par Léa Ikash. Les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergris. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.